Les mystères sans réponse autour des civilisations anciennes ont été une source d'inspiration pour de nombreux théoriciens du complot. En fait, certains de ces mystères sont si intéressants que beaucoup d'entre nous y croient déjà, ou aimeraient y croire. Une chose est sûre cependant, aucune de ces milliers de théories du complot n'a jamais été... quel est le mot? Ah oui, classée, à moins qu'elle ne l'ait vraiment été. Nous savons tous que la CIA a fait des choses plus ou moins discutables au cours de son histoire, au nom de la sécurité nationale. Mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un livre représente une menace à la fois nationale et internationale. La CIA a récemment déclassé certaines parties d'un livre qui parle de civilisations anciennes disparues et des événements catastrophiques qui les ont fait disparaître il y a des milliers d'années. Ce livre mystérieux a été écrit en 1963 par un certain Chan Thomas et il devait être publié par Emerson House en 1965 jusqu'à ce que la CIA s'en mêle. Pour une raison mystérieuse, ils ont classé le livre. Et il n'a jamais été rendu public jusqu'à récemment. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le livre a été déclassé en 2013 en raison de la loi sur la liberté d'information. Mais il n'a été rendu public qu'en 2016. Et ce qui a été rendu public soulève vraiment quelques questions. La version originale de ce document comptait 284 pages. Mais l'essai en PDF qui a été publié était fortement censuré et ne comportait que 57 pages, soit 1/5 de l'ensemble du document. Les pages ont été éditées, avant d'être rendues publiques, de telle sorte que l'on ne remarque même pas que les autres pages sont manquantes. Personne ne sait vraiment pourquoi ce livre a été classé secret en premier lieu. Mais d'après ce qu'on a laissé entendre, il a un contenu des plus intéressants. L'auteur du livre avait une imagination débordante et une grande passion pour les civilisations anciennes. Et même si ce qu'il a à dire fait réfléchir, certaines choses sont tout simplement bizarres. Il pense que notre planète est enfermée dans un cycle sans fin de déplacement des pôles et de la croûte terrestre, qui sont responsables de l'extinction massive de nombreuses civilisations qui existaient il y a plus de 6000 ans, avant même les Sumériens. Il pense que ces événements ont causé plus de dommages à la Terre que les météores, et il fonde cette théorie sur quelques artefacts qui existent dans le monde entier, mais qui n'ont pas vraiment été remarqués jusqu'à récemment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les extinctions massives dont parle le livre comprennent la fin de la période glaciaire, lorsque d'énormes couches de glace de 3,2 km d'épaisseur ont disparu d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Canada, entraînant l'extinction de centaines d'espèces. Et voici comment l'auteur illustre son hypothèse. Il pense qu'il y a eu un déplacement des pôles géomagnétiques qui a provoqué des changements catastrophiques dans l'atmosphère et la croûte terrestre, entraînant l'extinction de nombreuses civilisations au fil du temps. Bien que le déplacement des pôles géomagnétiques soit une réalité, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit très lentement, environ toutes les quelques centaines de milliers d'années, selon les scientifiques. Mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un fait bien connu que le pôle Nord se trouve quelque part au-dessus de l'Alaska et que le pôle Sud est proche du milieu de l'Antarctique. Il s'agit là des pôles géographiques et ils seront toujours le Nord et le Sud. Cependant, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés il y a quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, si tu avais une boussole il y a 700 000 ans, disons, elle pointerait plutôt vers le Sud et te montrerait l'Antarctique. Mais l'auteur du livre a une théorie différente. Il pense que le basculement des pôles magnétiques nord et sud ne se produit pas toutes les quelques centaines de milliers d'années, mais tous les 12 000 ans. Et que ce basculement se produit en quelques heures seulement, provoquant une catastrophe apocalyptique. Il pense que cela se produit à la suite d'une explosion dans le noyau de la Terre. Cette explosion provoque le basculement des pôles magnétiques, mais aussi le déplacement de la croûte terrestre. Selon ce livre, en raison de ces événements catastrophiques, un grand nombre des continents de la Terre qui étaient submergés sont remontés au-dessus du niveau de la mer en quelques heures seulement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. L'auteur affirme également que les Andes péruviennes se trouvaient sous l'océan avant le dernier déplacement des pôles. Et même si cela semble tiré par les cheveux, puisque les Andes se trouvent à environ 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer, des preuves ont été apportées à la fin des années 80 pour étayer cette affirmation. Les scientifiques ont trouvé des os de baleines et des fossiles vieux de plusieurs millions d'années au sommet des Andes et des montagnes de l'Himalaya. Il est également suggéré dans le livre que le gel profond que la Terre a subi au cours du Trias récent a provoqué la perturbation du Gulf Stream.
Des mammouths gelés ont été retrouvés piégés dans des blocs de glace, avec de la nourriture encore dans la bouche. Il s'agit là d'un véritable mystère, car ils étaient rompus au froid glacial. Et ils faisaient partie des rares animaux qui pouvaient vraiment survivre à l'ère glaciaire. Alors, qu'est-ce qui a pu les faire geler si rapidement? Ouais, de quoi se gratter la tête, pas vrai? Le document décrit également la grande pyramide de Gizeh comme une véritable énigme. La pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre, placés les uns sur les autres avec une grande précision. Elle mesure près de 230 mètres de large et plus de 137 mètres de haut. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer comment elle a été construite, et il est également difficile de comprendre sa conception interne. À l'intérieur, la pyramide ne présente aucune similitude avec les autres pyramides et, malgré la croyance populaire, aucune momie n'a été trouvée dans l'une d'entre elles. Si tu trouves ça un peu bizarre, attends le prochain scoop. On ne trouve absolument aucun hiéroglyphe dans aucune des pyramides. Et cela vaut dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas non plus de pyramide, ni rien qui ressemble à une pyramide dans aucun des hiéroglyphes. Monsieur Thomas pense que les pyramides ont été créées des centaines de milliers d'années avant les Égyptiens, par une civilisation qui s'est éteinte. En parlant de civilisation, dans son livre, il mentionne même les Grecs. Il affirme qu'en Grèce, il existait une autre ancienne race d'humains qui s'est également éteinte. Il affirme qu'ils étaient extrêmement grands, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qu'ils avaient accès à des technologies avancées que les Grecs ne pouvaient même pas connaître à leur apogée. Avant de nous éloigner des blocs de pierre, parlons d'un autre mystère. Le temple de Bacchus, à Baalbek au Liban, et ses gigantesques blocs de fondation. Ces pierres, qui constituaient Héliopolis, ont également été utilisées pour le temple de Rome. Les fondations des temples sont faites de pierres trilithes de 900 tonnes. Et, selon l'auteur, c'est la preuve qu'il devrait exister une ancienne civilisation perdue avec une technologie plus qu'avancée. La plupart des archéologues affirment que ces pierres ont été taillées par les Romains. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Les Romains n'avaient pas l'équipement technologique pour fabriquer de telles pierres ou les soulever. Tu peux donc te demander, et s'ils les avaient simplement façonnées sur place? Eh bien, ces pierres ont également été soulevées à 9 mètres de haut et ont été placées les unes à côté des autres avec une précision mathématique. Et n'oublions pas les blocs au sommet d'Héliopolis, qui pèsent environ 800 tonnes chacun. Mais attends d'entendre la meilleure. Les Romains ne revendiquent même pas le mérite de ces mégalithes. Ils prétendent avoir bien construit les côtés, mais ils ne s'attribuent aucun éloge pour ces pierres de fondation extraordinairement grandes et lourdes. L'auteur fait également une remarque intéressante sur la distance entre la capitale romaine et Baalbek au Liban. Pourquoi les Romains auraient-ils flanqué les plus grandes pierres monolithiques du monde dans une région aussi éloignée de leur capitale, sans jamais s'en attribuer le mérite? Eh bien, les amis, c'est un grand mystère pour moi. Passons maintenant à l'énigme la plus intrigante. L'île de Pâques, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. L'auteur se demande comment les gens ont pu la trouver, ou même s'installer sur une île aussi éloignée il y a si longtemps. L'un des symboles de l'île de Pâques sont les statues Moai, et le mystère entourant qui elles pourraient bien représenter et pourquoi. Une question encore plus importante est de savoir comment elles ont été créées, puis déplacées et positionnées aux endroits où elles se trouvent. Selon ce document déclassé, l'île de Pâques faisait partie d'un continent aujourd'hui perdu, appelé Mu. Et elle a été engloutie dans l'océan Pacifique lors d'un cataclysme qui s'est produit pendant l'un de ses déplacements des pôles. Le continent de Mu, selon le livre, était aussi grand que l'Amérique du Sud, et ce que nous appelons maintenant l'île de Pâques est tout ce qu'il reste de ce continent. L'auteur pense également que c'est ce qui s'est passé avec la cité perdue de l'Atlantide. Platon est même cité à ce sujet, affirmant que toute la cité atlante a sombré plusieurs kilomètres sous les flots en un seul jour. Même si cette histoire semble tout à fait intrigante et présente des points fascinants, nous savons que, scientifiquement parlant, un déplacement cataclysmique des pôles, entraînant l'extinction de civilisations entières, n'est tout simplement pas possible. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes.
Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines. Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre. Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Pétra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de S&E vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Pétra, s'appelle la Khazne, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Pétra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi. Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle.
Mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire Maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. En décembre 2012, une multitude de personnes s'alarmait à l'idée que le monde puisse s'achever dans une catastrophe. Cette peur était alimentée par le célèbre calendrier Maya. Ce système ancien de mesure du temps avait donné lieu à d'innombrables spéculations, mais l'un de ses mystères les plus intrigants restait sans doute le cycle de 819 jours présent dans certaines versions. Personne ne parvenait à en expliquer la présence ou le fonctionnement, jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs de Cambridge ait récemment révélé une hypothèse éclairante. Tout d'abord, comment le calendrier Maya fonctionne-t-il? La méthode employée par cette civilisation pour décompter les jours repose sur ce que nous appelons aujourd'hui le tour du calendrier. Imaginez 3 mécanismes d'engrenage imbriqués, formant des cycles interdépendants. Le premier correspond à une année solaire de 365 jours, désignée par le terme Hab. Le second cycle se compose de 20 noms, tandis que le troisième est formé par une série de 13 chiffres, aboutissant à un calendrier sacré de 260 jours, appelé Tzolk'in. De manière comparable à notre façon de désigner une date comme le 25 décembre 2025, les Mayas nommaient leurs jours en fonction de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, un jour pouvait être identifié comme 3 Maniques et 14 Pop. Il faut un cycle complet de 52 ans pour que ces 3 systèmes se synchronisent à nouveau.
après quoi les jours recommencent à se répéter. C'est ici que les choses se complexifient davantage. Certains monuments mayas comportent des inscriptions énigmatiques mentionnant un autre cycle, le fameux compte de 819 jours. On en dénombre environ une vingtaine d'exemples, principalement découverts à des endroits tels que Palenque et Yaxchilan, au Mexique. Ces inscriptions, loin d'être anodines, suggèrent que ce calendrier renferme un secret d'importance. Les premières études ont révélé que le cycle de 819 jours était associé à 4 couleurs et aux points cardinaux qui leur correspondaient. Le noir pour l'ouest, le rouge pour l'est, le blanc pour le nord et le jaune pour le sud. Les chercheurs ont également établi que cette période de temps pouvait être subdivisée en 3 cycles distincts. Un de 9 jours, un de 7 jours et un de 13 jours. En les multipliant, on obtient 819 jours. Intriguant, certes, mais pourquoi une telle structure? Ce système de couleurs associé aux 3 cycles semblait n'être qu'une interprétation superficielle, et les spécialistes étaient persuadés que son véritable sens nous échappait encore. Une autre observation notable des chercheurs concernait la manière dont ce curieux décompte des jours était souvent représenté. Un glyphe en forme de hydraque, accompagné d'un nombre, était utilisé, mais dans certains cas, un glyphe symbolisant Kawil y était ajouté. Cette puissante divinité maya, fréquemment associée à la création et à la foudre, était traditionnellement représentée avec une torche émergeant de son front, symbolisant l'étincelle vitale. Dans les années 90, une étude a avancé une hypothèse intrigante. Lorsque l'iconographie de Kawil montrait des émanations de fumée et de feu depuis son front, elle pourrait représenter les planètes Jupiter ou Saturne, voire les deux simultanément. Cela suggérait que le compte de 819 jours pouvait être d'une certaine façon relié à ces astres. Les recherches se sont alors orientées vers la compréhension de cette connexion potentielle. La première hypothèse formulée était que ce calendrier avait pu servir aux Mayas pour suivre les mouvements de Jupiter et Saturne. Les chercheurs ont ensuite relevé une particularité fascinante. Ces cycles semblaient correspondre aux périodes synodiques de ces planètes. Par période synodique, on entend la durée nécessaire à un corps céleste, tel qu'une planète, pour retrouver une position similaire, ou presque, vue depuis la Terre. Cependant, malgré l'intérêt de cette théorie, certains aspects restaient incohérents. Chaque planète suit une trajectoire bien spécifique, et tenter d'intégrer plusieurs d'entre elles dans une période de 819 jours posait problème. En clair, ce système calendérique en 4 parties, assorti de son code de couleurs, s'avérait trop limité pour coïncider parfaitement avec les périodes synodiques des planètes visibles. Il semble donc que nous soyons revenus à la case départ. Ce mystère a déconcerté les spécialistes pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 2023, une nouvelle approche vienne tout remettre en question. Les chercheurs ont compris qu'ils devaient changer de perspective. Au lieu de considérer ces 819 jours comme une unité fixe de temps, ils devaient envisager ce nombre comme une série de chronologies. Ainsi, cette période ne serait qu'un fragment d'un calendrier infiniment plus vaste. Comme évoqué précédemment, ce cycle semblait être conçu pour suivre la période où une planète devenait visible depuis la Terre. Pour démontrer que ces 819 cycles représentaient des chronologies et non des jours à proprement parler, les chercheurs avaient besoin d'une planète qui pourrait servir de point de référence afin de confirmer leur hypothèse. Dans ce cas, la planète clé était Mercure, et cela pour une raison assez évidente. La période synodique de Mercure est de 117 jours, ce qui s'intègre parfaitement dans le calcul du calendrier. Si l'on divise 819 par 117, on obtient 7, un nombre entier. Mercure est ainsi la seule planète visible dont le cycle synodique corresponde parfaitement à cette période en chiffres ronds. Une fois ce point de départ solide établi, il restait à élargir le calendrier. En étendant sa durée à 20 périodes de 819 jours, un schéma cohérent a commencé à apparaître. Et, comme par magie, tous les cycles synodiques des planètes venaient s'intégrer parfaitement dans ce système. Par exemple, la période synodique de Saturne, qui est de 378 jours, s'aligne parfaitement après 6 cycles de 819 jours. Vénus, quant à elle, s'aligne tous les 5 cycles, Jupiter tous les 19 cycles, et Mars,
nécessitant la plus longue période, s'ajuste tous les 20 cycles. En résumé, il faut environ 45 ans pour que Mars s'aligne avec les périodes synodiques de toutes les planètes visibles. C'est ainsi que les chercheurs ont conclu que cette ancienne civilisation ne faisait pas référence à des jours, mais à des chronologies. Les astronomes mayas avaient conçu ce décompte comme une composante d'un système calendaire plus complexe, comprenant 20 périodes. Cela soulève néanmoins une question. Pourquoi l'étude des périodes synodiques était-elle si cruciale pour les Mayas? Nous ne disposons pas encore de réponses détaillées sur ce calendrier énigmatique. Mais il est certain que les Mayas accordèrent une grande importance à l'influence du cosmos sur leur vie quotidienne. Ils cherchèrent peut-être à comprendre comment les mouvements des planètes visibles s'harmonisaient avec leurs autres systèmes calendaires. Ce système n'est toutefois qu'une facette de l'extraordinaire compréhension astrologique des Mayas. Leur savoir allait bien au-delà de l'utilisation des cycles astrologiques pour l'agriculture. Ils possédaient également des connaissances d'une précision remarquable, comme celle de prédire les éclipses solaires. Les archéologues estiment que le lien entre les Mayas et les étoiles se manifeste dans les vestiges de leur civilisation. Un exemple célèbre se trouve dans la pyramide de Chichén Itzá, située dans la péninsule mexicaine du Yucatan. À la base de son escalier, on peut observer une tête de serpent sculptée dans la pierre. Mais le détail le plus fascinant se produit lors des équinoxes de printemps et d'automne, lorsque le jour et la nuit ont une durée égale. À ces moments précis, le soleil projette des ombres triangulaires sur l'escalier, donnant l'illusion d'un serpent ondulant le long des marches. Un autre exemple de l'intégration de leurs connaissances astronomiques se trouve à Tikal, au Guatemala. Cette pyramide, construite aux alentours de l'an 1 après Jésus-Christ, est considérée comme l'un des premiers complexes astronomiques des Mayas. Grâce à son orientation et son alignement minutieux, elle leur permettait de suivre et de calculer avec une grande précision les solstices et les équinoxes. Les Mayas étaient de chevronnés observateurs du ciel. De même que nous disposons aujourd'hui d'observatoires modernes dotés de dômes, ils avaient leur propre équivalent. C'est ainsi qu'on découvre El Caracol, dont le nom signifiant escargot en espagnol, se réfère à l'escalier en colimaçon situé à l'intérieur de la tour. Érigé aux alentours de l'an 906, cet édifice offrait l'emplacement idéal pour scruter les moindres changements dans le ciel et suivre les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles. Contrairement à nous, avec nos télescopes, nos satellites et nos technologies de pointe, les Mayas s'appuyaient exclusivement sur l'observation à l'œil nu, ce qui rend leurs accomplissements d'autant plus impressionnants. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez. Que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel. Alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur, et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur.
Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies, qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient mais parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisées pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas?
C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Faisons ensemble une expérience de pensée, voulez-vous? Imaginez que vous êtes en train d'escalader l'Himalaya et que vous vous êtes perdu. Il semble que vous soyez dans une vallée isolée. Vous avez épuisé toutes vos réserves de nourriture et d'eau, et vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous êtes tellement à bout de force que vous ne savez même plus si vous serez capable de rentrer chez vous. Soudain, au loin, vous apercevez un homme à l'air sage qui marche vers vous. Mais vous ne pouvez vous empêcher de fermer les yeux, vaincu par la fatigue. Vous ouvrez les yeux et découvrez un endroit totalement inconnu. Le sage est assis juste à côté de vous. Il vous dit « Bonjour, voyageur, et bienvenue au pays des immortels ». On dirait le début d'un film d'Indiana Jones, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un tel endroit existe, tout au moins selon certaines légendes, croyances et textes anciens? Les textes tibétains mentionnent un lieu appelé Gyangenj, également connu sous le nom de Shambhala ou Shangri-La selon les cultures. Cette ville légendaire est le foyer d'êtres immortels et une terre d'éveil spirituel. Prenez l'un de ces noms, Shambhala, par exemple. Cela signifie « source du bonheur » en sanskrit. On s'attendrait donc à ce que ce royaume céleste soit entouré de toutes sortes de merveilles, avec des jardins et d'imposantes et majestueuses constructions. Les croyances et les mythes anciens affirment que lorsque vous entrez dans Gyangenj, vous pensez immédiatement à la structure d'une fleur de lotus à 8 pétales. L'endroit est entouré de montagnes enneigées. Il possède de magnifiques cascades qui se jettent dans un lac pur et divin dont l'eau a des pouvoirs thérapeutiques extrêmement puissants. Ce lieu est illuminé en permanence par une lumière blanche comme du lait et qui ne provient ni du soleil ni de la lune. On y trouve également des plantes phosphorescentes qui peuvent émettre la lumière souhaitée sur commande vocale. Une centaine d'autres fleurs ravissantes poussent toute l'année dans ces jardins, en plus d'innombrables arbres qui produisent des fruits délicieux. Mais un arbre en particulier se distingue. C'est l'arbre de l'immortalité ou l'arbre de vie. Décrit comme un cristal scintillant, il se dresse au centre de Gyangenj et unit le ciel, la terre et le monde souterrain. Ces fruits ressemblent à une forme abstraite du Sri Yantra, un diagramme mystique utilisé dans l'hindouisme, composé de 9 triangles entrelacés. Cependant, personne n'est autorisé à emporter ces fruits hors de Gyangenj. Pour le faire,
il faut en recevoir la permission expresse des habitants de la ville. Cela nous amène à nous demander qui vit dans cette ville magique et mystique. Selon les légendes, Gyeonggange serait habité par un grand nombre de maîtres éclairés, ou en d'autres termes, des sages qui guident subtilement le destin du monde par la méditation. Ce sont des êtres éternels qui ne sont affectés par aucun désir ni aucune souffrance humaine. Leur devoir est de protéger les enseignements spirituels du monde et d'œuvrer pour le bien de l'humanité, ainsi que de tous les êtres conscients. On croit également que lors d'une période de grand chaos, le 25e souverain de Gyeonggange apparaîtra pour mener la planète vers un avenir meilleur. Ces sages et êtres éternels qui vivent là sont en quelque sorte les protecteurs de Gyeonggange. Donc, si vous envisagiez de vous rendre dans ce lieu une carte à la main, nous sommes au regret de vous informer que ce ne sera pas possible. Tout d'abord, personne ne sait vraiment où se trouve exactement Gyeonggange. Certains pensent qu'il s'agit d'une vallée reculée de l'Himalaya, d'autres affirment que la ville se trouve dans une grotte cachée. Il y a également des personnes qui pensent qu'elle est située sur une chaîne de montagnes, et d'autres encore qui soupçonnent qu'elle se trouve sur un plateau isolé. L'emplacement de la ville est donc un mystère et semble devoir le rester, car on dit aussi que les sages immortels de Gyeonggange dissimulant la vallée aux yeux des humains à l'aide d'une sorte de bouclier énergétique. Google Maps ne vous sera donc d'aucune aide. C'est pourquoi certains, dont le Dalai Lama, suggèrent même qu'elle existe dans une autre dimension. Mais on trouve dans certains textes anciens quelques instructions sur la manière d'accéder à Gyeonggange. Cependant, ces indications seraient incompréhensibles. Pour moi, beaucoup de choses le sont. Mais imaginons un instant que vous ayez déchiffré les instructions et que les êtres immortels soient prêts à vous accueillir. Hélas, vous ne pourriez peut-être toujours pas entrer dans cette ville cosmique, et voici pourquoi. On croit que seuls les maîtres éclairés ou les sages qui ont un certain lien karmique avec elle peuvent y accéder. Alors, que font les êtres éternels d'un endroit aussi magique? N'oubliez pas qu'ils ont tout le temps du monde. Les textes anciens indiquent que Gyeonggange possède un centre et 16 zones destinées à l'étude de 16 sciences différentes. Il s'agit notamment des sciences solaires, des sciences planétaires universelles, des sciences liées au temps, de la science de l'air, de la science liée au soleil et à la lune, de la science liée à l'espace, de la science liée aux forces gravitationnelles, etc. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est que pour pouvoir les étudier, il faut d'abord avoir une très bonne compréhension de l'énergie. Le niveau des cours est extrêmement avancé, et ces enseignements sont encore inconnus, même à l'époque moderne. Chaque système scientifique comporte différents départements, et tous ces départements ont leurs propres enseignants. Comme le temps ne fonctionne pas comme nous le comprenons ici, et que l'immortalité est possible, la plupart de ces enseignants ont des centaines, voire des milliers d'années. Ils peuvent rester dans leur corps spirituel, qui apparaît comme une masse de lumière brillante, tandis que leur corps physique reste séparé. Quelle école, n'est-ce pas? En comparaison, Poudlard semble bien ennuyeux. Et est-ce qu'il est possible d'y obtenir un diplôme? Bien sûr, toutes ces histoires et ces mystères autour de Gyeonggange ont attiré de nombreux curieux du monde entier. D'innombrables tentatives ont été faites par des alpinistes et des randonneurs, dont le président Franklin Roosevelt lui-même, pour trouver cette terre d'immortalité et d'éveil spirituel. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, elles n'ont abouti à rien. Néanmoins, quelques personnes, notamment de célèbres chefs spirituels, des sages et des aventuriers, ont affirmé l'avoir visité. L'un d'entre eux était Sri Gopinath Kaviraj, un érudit célèbre, qui aurait été le premier à trouver cet endroit dans l'histoire moderne. Après sa visite présumée à Gyeonggange, il a écrit un livre et a rendu cet endroit populaire dans la culture moderne. Après avoir lu son livre, de nombreux autres érudits étrangers se sont précipités au Tibet pour en savoir plus. Une autre personne ayant prétendu s'y être rendue est un alpiniste qui s'était perdu dans l'Himalaya. Selon son récit, après s'être égaré, il avait consommé par erreur des champignons vénéneux. Complètement désorienté, il était tombé sur une montagne avec un précipice plongé dans la brume. Et il avait chuté dans le vide. Après s'être relevé, il s'était rendu compte qu'il était entouré de personnes vêtues d'habits étranges qui soignaient ses blessures. Une fois complètement guéri, il l'avait escorté hors de la ville.
Il y a également le chef spirituel Guru Saikaka. Il a déclaré avoir visité Gyanganj à plusieurs reprises. Selon son récit, il s'y rendait pour recevoir un enseignement spirituel ainsi que l'immortalité. Il a affirmé qu'un sage l'escortait dans la ville à chacune de ses visites. Dans ses récits, il indique également que le royaume existait dans une dimension supérieure. Un autre visiteur présumé de Gyanganj fut L.P. Farrell, un officier anglais, qui affirma avoir découvert ce lieu mystique en 1942. Même si toutes ces histoires et descriptions de Gyanganj nous permettent de nous en faire une image vivante, il peut être difficile pour beaucoup d'entre nous de garder l'esprit ouvert quant à son existence. Cependant, il faut admettre que l'idée d'un tel endroit, où l'immortalité est possible et où des êtres véritablement moraux œuvrent pour protéger l'humanité, est réconfortante, fascinante et bouleversante. Des chercheurs ont mis au jour une cité entière, celle de Guyengola, restée enfouie sous l'épaisse canopée mexicaine durant 6 siècles. S'étendant sur 360 hectares, elle regroupait plus de 1100 édifices, 4 km de remparts, un réseau interne de voies de circulation, ainsi qu'un aménagement urbain réfléchi, comportant temples, terrains de jeux de balles et des quartiers distincts réservés aux élites ou aux classes populaires. Pendant des générations, l'on a cru qu'il ne subsistait là qu'une forteresse abandonnée, selon des récits transmis oralement. Jusqu'à peu, il était impossible d'appréhender l'immensité du site sans des années d'exploration au sol. Mais grâce à une technologie récente, un outil de télédétection appelé LIDAR, il a été possible de générer en à peine 2 heures, depuis un avion, une modélisation tridimensionnelle de l'ensemble. Guyengola fut édifié entre 1350 et 1521. Ce site revêtait une importance capitale pour les Zapotèques, peuple implanté dans la région depuis environ 700 avant notre ère. Les familles y cohabitaient dans des demeures organisées autour d'un vaste patio central bordé de pièces. À mesure que les foyers s'élargissaient, de nouvelles chambres étaient ajoutées, faisant évoluer l'architecture domestique. Les analyses ont démontré que dirigeants et habitants de conditions modestes œuvraient de concert à l'essor de la cité. En raison du relief montagneux environnant, ils surent exploiter intelligemment les pentes naturelles pour y implanter leurs constructions, favorisant ainsi l'écoulement des eaux pluviales. Cette ingéniosité a permis de garantir la solidité et la pérennité des habitations, dont bon nombre demeurent encore debout aujourd'hui. Au cœur de la cité se dressent 2 pyramides, sans doute consacrées aux rites et cérémonies que les prêtres accomplissaient en l'honneur de leurs dieux. Les offrandes étaient déposées sur les autels, tandis que le public se rassemblait sur 2 places aujourd'hui affaissées. On y trouve également un palais comportant 64 pièces, dont certaines soutenues par des colonnes circulaires, réparties sur plusieurs terrasses inclinées. On y trouve des patios desservis par de nombreux escaliers, tous reliés entre eux. L'outil de télédétection a également révélé un promontoire circulaire, aménagé sur un affleurement rocheux naturel, qui permettait aux Zapotèques de voir leurs ennemis s'approcher de loin. Les chercheurs ont aussi identifié 2 structures circulaires, probablement conçues pour l'observation astronomique et la mesure du temps. Ils ont aussi mis au jour plusieurs tombes, attestant la présence d'un cimetière urbain. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques exerçaient leur pouvoir sur une vaste portion de la côte pacifique et étaient parvenus à défendre leur territoire contre les ambitions expansionnistes des Aztèques. Ils réalisèrent un exploit quasi inespéré, tenir bon durant un siège de 7 mois à Guyengola et en sortir victorieux. Après cette victoire, ayant conservé leur domination sur le sud mésoaméricain, les Zapotèques n'avaient plus besoin de demeurer à Guyengola. Si les montagnes offraient certains avantages, l'accès à l'eau douce et à des terres fertiles pour l'agriculture s'avérait essentiel. La petite ville de Tehuantepec, située à 19 km à peine, réunissait ces conditions. Ils s'y établirent donc peu avant l'arrivée des Espagnols, en 1521. Avec le temps, les pratiques culturelles des Zapotèques commencèrent à décliner. Leur civilisation ne s'éteignit toutefois pas totalement. Aujourd'hui encore, plus de 3000 Zapotèques résident dans l'état mexicain d'Oaxaca, où ils continuent de perpétuer leur langue et leurs traditions. La création du modèle 3D de cette cité perdue ne constitue qu'une étape préliminaire dans la recherche. Les archéologues espèrent que les études à venir permettront de mieux comprendre l'organisation politique et sociale des Zapotèques, la manière dont ils administraient leur cité, ainsi que la nature de leurs échanges avec les Espagnols à leur arrivée. Ils projettent d'examiner les 1170 structures révélées par le balayage LIDAR, ce qui nécessitera plusieurs années. Plutôt que de fouiller le sol, ils auront recours à des technologies non invasives afin d'explorer la ville sans en altérer les vestiges. Grâce à cette même technologie, les scientifiques ont pu révéler l'existence d'une vaste cité ancienne enfouie sous le dense feuillage de la forêt amazonienne. Un ensemble structuré de maisons, de places, de routes et de canaux
reposait dans l'ombre d'un imposant volcan. Pendant des siècles, nombre de chercheurs ont cru que les peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes, ne défrichant que de petites parcelles pour subsister. Or, cette cité, édifiée il y a 2500 ans et occupée durant un millénaire, nous prouve le contraire. Les experts estiment que des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Le balayage de la région a permis d'identifier 6000 plateformes rectangulaires, chacune mesurant environ 20 mètres sur 10 et s'élevant à une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces constructions étaient regroupées autour de places centrales, avec des routes rectilignes aux angles droits parfaits, connectées par des sentiers. L'une d'elles atteignait même 26 km de long. La réalisation de voies parfaitement droites exigeait davantage que le simple suivi du relief naturel. Certaines d'entre elles revêtaient probablement une valeur rituelle ou spirituelle. Le sol volcanique, particulièrement fertile, favorisa l'essor de cette civilisation, mais il pourrait aussi avoir contribué à sa disparition. Les chercheurs ont en outre révélé les défenses de ces villes comme des fossés barrant l'accès à plusieurs d'entre elles. Il est donc possible que des groupes voisins aient tenté d'envahir ces cités. La prochaine phase consistera à étudier les 300 km² adjacents afin de mieux cerner l'ampleur et la complexité de cette société ancienne, qui pourrait même surpasser par sa taille la célèbre civilisation maya du Mexique et d'Amérique centrale. En 1963, un habitant de Turquie fit une découverte stupéfiante en rénovant sa maison. En abattant un mur de sa cave, il mit au jour une pièce énigmatique. En poursuivant ses fouilles, il tomba sur un tunnel, lequel le mena à la ville souterraine de Derinkuyu. Il s'agit de l'une des cités souterraines les plus profondes et les plus vastes de Cappadoce, et même de toute la Turquie. Les habitants occupaient 8 niveaux souterrains, chacun offrant un accès à des caves, des espaces de stockage, des chapelles, une école, une salle d'études ainsi que d'autres installations. Ces étages étaient interconnectés par un vaste réseau de tunnels. Il est probable que cette cité enfouie ait été conçue comme refuge. Située à une profondeur de 85 mètres, elle demeure invisible depuis la surface. Le site était suffisamment vaste pour accueillir environ 2000 personnes, accompagnées de leur bétail et de leurs vivres. Un puits de ventilation, profond de 55 mètres, assurait l'aération. Selon les archéologues, les premiers niveaux auraient été aménagés par les Phrygiens, avant d'être repris et perfectionnés par les Romains. L'apogée de Derinkuyu s'est toutefois manifesté durant l'ère byzantine. La cité suivante, longtemps tenue pour légendaire, n'était évoquée que dans de rares textes anciens et quelques inscriptions énigmatiques, si bien que son existence demeurait incertaine. Après avoir exploré une grande partie du littoral égyptien, un archéologue du nom de Frank Goddio et son équipe ont soudain aperçu un visage monumental émergeant des profondeurs. C'est ainsi que la ville engloutie de Thonis Héracléion fut révélée, à plus de 6 km au large d'Alexandrie. Parmi ces vestiges reposaient 64 navires, 700 ancres et un fabuleux trésor de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les éléments les plus remarquables de cette découverte sont la statue haute de 6 mètres et les vestiges du temple. À son époque, la cité accueillait des rituels et des célébrations dans le sanctuaire d'Amon. Façonnées en granit et en diorite, les ruines ont traversé les siècles sans se détériorer malgré leur immersion prolongée. Elles offrent aujourd'hui un aperçu précieux de la vie, 2300 ans plus tôt, dans l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde antique. La ville disposait d'un réseau de canaux, comparable à une Venise égyptienne d'un autre âge. Ces voies d'eau reliaient divers ports et points d'ancrage, tandis que des ponts unissaient tours, temples, habitations et autres édifices. Thonis Héracléion constituait le principal port du royaume pour le commerce extérieur et la perception des taxes. L'origine de son engloutissement demeure incertaine, mais les chercheurs l'attribuent à des phénomènes naturels. Vers la fin du second siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une terrible inondation, la cité fut submergée. Par la suite, Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, surpassa Héracléion en prestige et en influence. Avant cela, Héracléion faisait office de principale porte d'entrée maritime vers l'Égypte. Après la catastrophe, de nombreux navires durent réorienter leur itinéraire vers Alexandrie. Héracléion sombra alors dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Peux-tu me dire quelle date nous sommes aujourd'hui? Rien de plus simple. Il te suffit de regarder ton smartphone et le tour est joué. Tu connais immédiatement le jour, le mois et l'année. Mais a-t-il toujours été aussi facile de connaître la date? Nos ancêtres avaient-ils même le concept d'une année qui dure 365 jours? Oui et non. Les calendriers mayas, eux, avaient des cycles. C'est proche de ceux que nous appelons une année, mais le cycle maya était beaucoup plus long, 819 jours, et c'est là que le mystère commence.
819 jours par rapport à quoi? Quand ce calendrier commence-t-il et quand se termine-t-il? Les scientifiques se posent cette question depuis des décennies. Ils ont découvert et déchiffré le calendrier Maya dans les années 1940. Récemment, 2 scientifiques américains, John Linden et Victoria Bricker, ont proposé une solution. Qu'ont-ils fait de différent de leurs prédécesseurs? Le duo a déchiffré le code en élargissant sa réflexion. Ils ont étendu ce calendrier de 819 jours à 45 ans. C'est 20 fois plus long que le cycle original. Et une certaine logique a commencé à émerger. Il s'agit d'une avancée majeure, car les Mayas mesurèrent le temps d'une manière très complexe. Oublie les chiffres arabes, faciles à lire, dont nous disposons aujourd'hui. Ces peuples anciens utilisaient des glyphes. Il s'agit de minuscules images représentant des caractères, un peu comme les icônes sur ton bureau ou les symboles universels. Lorsque tu vois un petit point surmonté de 3 lignes courbes, tu sais qu'un réseau Wi-Fi est disponible. Le calendrier Maya utilisait des glyphes qui représentaient des animaux ou des phénomènes naturels. Par exemple, il y avait des symboles représentant un jaguar et un aigle. Chaque glyphe marquait un jour. Chaque cycle est répété 4 fois, soit 819 jours x 4. Appelons ces 4 cycles des blocs. Les Mayas coloraient chaque bloc différemment. Les chercheurs pensaient que ces couleurs correspondaient aux 4 points cardinaux. Le rouge correspondait à l'est, le blanc au nord, l'ouest au noir, et, enfin, le jaune indiquait le sud. Puis les années 1980 sont arrivées. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas la décennie la moins étrange. Il s'est avéré que ces calculs étaient erronés. Les chercheurs ont alors déterminé que les couleurs étaient associées à la position du soleil dans le ciel. Ainsi, la couleur jaune représentait le point le plus élevé du soleil, autrement dit son zénith, et le blanc représentait son point le plus bas, appelé nadir. Il semble donc que ce calendrier ait montré à quel point les anciens Mayas étaient doués pour l'astronomie. Ceci est particulièrement évident à Chichén Itzá. Cette cité maya de premier ordre est située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Une impressionnante pyramide à degrés s'y dresse. Elle est dédiée à Quetzalcoatl, la divinité serpent à plumes, et son alignement est parfait. 2 fois par an, il s'y produit quelque chose de merveilleux, lors des équinoxes de mars et de septembre. Ce sont ces moments où le soleil se trouve directement au-dessus de l'équateur. À ces 2 dates, le jour et la nuit durent en le même temps. Sur le site de la pyramide, la lumière du soleil éclaire d'abord la sculpture de la tête de serpent à la base de la structure. Puis elle gravit les 91 marches. Cela crée l'illusion qu'un serpent arpente la pyramide. Aujourd'hui encore, les gens se rassemblent pour assister à ce spectacle. Celui-ci devait être encore plus impressionnant au moment où les Mayas ont achevé la structure, entre 1050 et 1300 après JC. Et sais-tu ce qu'est une période synodique? Moi non plus, mais les astronomes mayas, eux, le savaient. Une période synodique est le temps qui s'écoule avant qu'un corps stellaire ne fasse un tour complet. Par exemple, il s'agit de la période entre 2 pleines lunes. Depuis la Terre, cette période dure environ 28 jours. Les Mayas observèrent le ciel en permanence. Ils consignaient soigneusement les périodes synodiques de toutes les planètes. De Vénus à Saturne, ces astronomes anciens ont recensé presque tous les corps célestes. Mais quel est le rapport avec leur calendrier? Les calculs des chercheurs américains ont révélé le lien. Prenons l'exemple de la planète la plus proche du Soleil, Mercure. Sa période synodique est de 117 jours. Multiplie ce chiffre par 7 et tu obtiendras quel nombre? 819. Exactement. Une coïncidence? Certainement pas. Car les périodes synodiques des autres planètes correspondent aussi parfaitement à ce nombre magique. Mais cela n'est pas visible à partir d'un seul cycle maya. Les scientifiques ont dû l'étendre plusieurs fois pour découvrir cette configuration. Il y a une raison pour laquelle personne n'a pu déchiffrer le code pendant si longtemps. On ne s'est concentré que sur une seule planète. L'astuce consistait à additionner les calculs mayas pour chacune des planètes. Les chercheurs devaient simplement avoir une vue d'ensemble. Cela nous amène à l'année 2012. Te souviens-tu que certains pensaient que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre? Il s'est avéré que ça n'a pas été le cas. Nous sommes aujourd'hui en vie et en bonne santé. Mais qu'est-ce qui a lancé cette fausse rumeur? Le calendrier Maya, pardi. 6 peuples anciens ont basé leur calendrier sur de longues périodes de toutes les planètes. Cela impliquait beaucoup de mathématiques compliquées et de multiplication. Cette date de 2012 correspondait simplement à la fin de leur cycle. C'est ce qu'on appelle le compte long, et cette période est l'équivalent de notre année grégorienne. Pour les Mayas, 2012 était un peu comme le 31 décembre pour nous. Il s'agissait simplement de la fin d'un cycle dans lequel ils mesuraient le temps. Il n'y a donc pas lieu de paniquer. Les fêtes de fin d'année sont peut-être un peu folles, mais le monde ne s'arrête pas le 1er janvier. Les Mayas ne se contentaient pas d'étirer leur calendrier. On parle bien, là, du fameux caoutchouc. Oui, tu as bien entendu. Ce peuples anciens s'étaient capables de concevoir différentes qualités de caoutchouc 3000 ans avant que le célèbre américain Charles Gould ne le fasse.
Ils extrayèrent le latex naturel de l'EVA. Il s'agit d'une substance laiteuse, qui peut être transformée en caoutchouc naturel. Et ils n'étaient pas les seuls à le faire. Les chercheurs ont trouvé des preuves que leurs voisins aztèques et olmèques faisaient de même. Mais que faisaient-ils de tout ce caoutchouc? Ils n'avaient pas besoin de pneus de bagnole, ça c'est certain. Mais c'est toujours cool d'avoir une belle paire de sandales pour la plage. Les conquistadors espagnols ont écrit au sujet des chaussures à semelles en caoutchouc que portaient les indigènes. Malheureusement, les archéologues n'en ont toujours pas retrouvé. Ce serait pourtant un grand pas pour l'archéologie. Les Mayas jouèrent donc avec le caoutchouc, littéralement. Les chercheurs pensent ainsi qu'ils fabriquaient des balles en latex. 16 balles étaient particulièrement élastiques et leur taille variait de celle d'une balle de baseball à celle d'un ballon de foot. Le jeu de balle maya, ou pits, comportait 2 arceaux. Tu penses sûrement au basketball, mais ce n'est pas tout à fait ça. Les arceaux étaient fixés sur des murs à 7 mètres de hauteur, comparé à la norme de la NBA, qui n'est que de 3 mètres. Et ces arceaux étaient inclinés sur le côté. L'histoire des Mayas a aussi un côté sucré. Ce peuple ancien appréciait le chocolat. En fait, le mot moderne de chocolat vient probablement du mot xocolatel, issu de leur propre langue. Celui-ci signifiait « eau amère ». D'accord, on comprend la partie amère, mais pourquoi de l'eau? Les Mayas ne produisirent pas de chocolat sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Ils ne fabriquaient pas de tablettes de chocolat, ils se contentaient de le boire. Ces fèves de cacao écrasées constituaient une excellente boisson. Les Mayas ont perfectionné le mélange au fil du temps et y ont même ajouté des épices. Quelqu'un veut-il d'une boisson chocolatée piquante avec de la bouillie de poivron et de la farine de maïs? Qui sait, cette boisson avait peut-être bon goût. Les fèves de cacao étaient sacrées et servaient également de monnaie d'échange. Les chercheurs pensent par ailleurs que toutes les classes sociales pouvaient en profiter. Aujourd'hui encore, l'idée d'un chocolat gratuit pour tous semble plutôt séduisant. Mais où les Mayas se procuraient-ils de l'eau potable pour leur boisson à base de cacao? Par le plus ancien système de filtration de l'hémisphère occidental. Il était basé sur l'action des éolites. Il s'agit de minéraux contenant des composés d'aluminium et de silicone. Et devine quoi? Les purificateurs d'air et d'eau modernes utilisent toujours ce même matériau. La technologie Maya l'emporte encore une fois. En Europe, Roger Bacon a mis au point un système de filtre à sable en 1627, quelques 1800 ans après les Mayas. Mais qu'en est-il des régions dépourvues de rivières, de lacs ou de sources? Les ingénieurs Mayas avaient encore une fois tout compris. Il s'agissait d'exploiter l'eau de pluie. Ils creusaient de grands réservoirs dans la roche calcaire. Ensuite, ils enduisaient ces cavités souterraines d'une couche de matériaux étanches. La dernière étape consistait à creuser de petits canaux qui recueillaient l'eau des collines situées au-dessus. Les scientifiques ont estimé qu'un seul de ces réservoirs pouvait contenir en moyenne 38 000 litres d'eau de pluie, de quoi remplir 55 de nos jacuzzis modernes.